Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. On est le 15 février, moi c'est Charles et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir dans ce nouvel épisode avec une équipe, une jolie équipe bien complète ce soir pour vous parler de NBA, de NFL et de NHL. J'accueille pour la NBA Nicolas et Maxime. Salut les gars. Salut tout le monde, salut Charles. Salut Charles. Pour la NFL, on retrouve les deux habitués, Mickaël et Damien. Salut les gars. Salut Charles. Salut à tous. Et enfin pour la NHL, pareil, on retrouve nos deux hockeyeurs de grand talent, Samuel et Jordan. Salut les gars. Bonjour à tous, salut les gars. Salut Charles. Alors au menu de ce soir, on va parler de NBA, on va parler notamment d'un rookie qui surpasse un petit peu toutes les attentes qu'on pouvait avoir de lui en la personne de LaMelo Ball. En NFL, on parlera de Houston. Je vous dévoilerai mon intro à ce moment-là parce qu'elle est quasiment toute trouvée. Et enfin, en NHL, on se posera sur le cas de Montréal qui a fait un excellent début de saison et qui accuse un petit peu le coup ces derniers temps, malgré une victoire samedi soir face à Toronto. NBA tout de suite avec Nicolas et Maxime. Bien entendu, les autres, vous pouvez réagir forcément. Avant de parler de LaMelo, on va parler un petit peu de deux news qui sont arrivées là cette nuit et puis un petit peu plus tard dans la journée d'aujourd'hui. La première, c'est Anthony Davis qui aggrave sa blessure au tendon d'Achille et qui va passer un IRM aujourd'hui. Donc une nouvelle pas terrible pour les Lakers qui pourraient être privés de leur big man pendant un certain moment. Est-ce que rapidement les gars, c'est pas l'objet aujourd'hui. Maxime, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est un gros coup dur pour les Lakers? Surtout, j'ai vu le match en direct et sur le coup, ça semblait mauvais, pour être honnête. Donc, il est vraiment sorti en clopinant. Et je suis pas médecin, mais honnêtement, vu le reste du match, ça a vraiment compliqué les affaires des Lakers. Ouais. Ça fera sans doute l'objet d'un prochain article sur thefreeagent.fr sur cet impact justement de l'absence d'Anthony Davis pour les Lakers. Nicolas, toi, ton ressenti par rapport à cette absence qui risque d'être assez longue? Alors moi, je suis pas tout à fait de l'avis de Max parce que je trouve que malgré des stats quand même pas trop mal non plus, il tourne à 22,5 points de moyenne, 8,4 rebonds. Après, il n'a pas vraiment un impact énorme sur l'attaque des Lakers. Le plus dérangeant, c'est pour la défense. Parce que, par contre, cette année en défense, c'était quand même un vrai candidat, je pense, moi, pour le titre de défenseur de l'année. Mais après, en attaque, hormis quelques petites exceptions avec des matchs assez complets, on va dire. Le reste, moi, j'ai trouvé le dernier que j'avais regardé contre les Sixers. Bon, ça fait un petit moment, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'impact. Face à un joueur comme Embiid, il a été complètement dépassé. Il s'est même fait prendre par Tobias Harris, qui a défendu sur lui et qui l'a complètement muselé. Donc, est-ce que c'est vraiment un joueur qui cette année était très important pour les Lakers? Oui et non. Moi, je pense que c'est pas forcément, comme dit Max, vraiment. On va dire risqué pour les Lakers de le perdre, quoi. Donc je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Offensivement, je pense pas. Défensivement, oui, ça va faire un vrai manque dans l'équipe des Lakers. Ok, effectivement, on verra dans les matchs à venir. Et puis ils ont notamment dans une dizaine de jours, je crois, une grosse confrontation, notamment face au Jazz de Rudy Gobert qui est leader. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, les votes pour le All-Star Game s'arrêtent demain. Donc, n'hésitez pas à aller
aller donner un petit coup de pouce à Rudy. On veut Rudy Gobert, on veut le double défenseur de l'année au All-Star Game. Il le mérite amplement. Donc n'hésitez pas sur Twitter, sur l'appli de la NBA, hashtag Rudy Gobert et hashtag NBA All-Star pour envoyer notre Rudy national au All-Star Game. La deuxième info qui est tombée dans la journée, c'est André Drummond, le pivot des Cavaliers, qui va être mis sur la touche, qui n'a pas joué la rencontre ce week-end. Initialement, c'était pour du repos, mais il s'avère qu'en fait, des discussions sont en cours pour un échange du pivot des Cavs. Voilà, les Raptors seraient sur les rangs, ainsi que potentiellement d'autres équipes. Bon, pas trop de spoil, c'est un papier qui doit sortir là dans les minutes à venir sur thefreeagent.fr pour avoir toutes les infos là-dessus et la viabilité notamment d'un trade pour les Raptors qui semblent être en pole position. Messieurs, on va attaquer le sujet principal de notre partie NBA, c'est la Melo Ball. Qui joue aux Charlotte Hornets cette saison, drafté en 3e position par les Hornets cette saison et qui semble vraiment bien confirmer son statut de quand même numéro 3 de la draft et une très bonne connexion avec pas mal de ses coéquipiers. Nicolas, est-ce que tu peux déjà nous présenter qui il est? Ouais, alors la Melo Ball, c'est le dernier de la fratrie Ball, des enfants de Lamar Ball, un personnage un peu excentrique, on va dire, de la NBA, puisqu'il sort beaucoup de frasques pour se vanter un petit peu. Enfin bref, voilà. Alors, il a un parcours un peu à part, la Melo Ball, parce qu'il n'a pas vraiment carrière universitaire type d'un joueur NBA. Il est parti, voilà, il a été à Los Angeles. Après, je crois qu'il a fait un passage en Chine, des choses comme ça, enfin, je sais plus. Et voilà. Et donc là, il a été drafté par les Hornets. Alors c'est un peu une surprise parce que tout le monde l'a annoncé dans le top 10, mais aussi haut, bon, pour un joueur qui n'avait pas vraiment de référence, c'était assez surprenant, mais finalement, c'est peut-être un bon choix, je pense. Et voilà, et donc c'est le dernier frère Ball. Son frère, l'aîné, lui joue à New Orleans. Il est passé par les Lakers, il a été drafté par les Lakers. Le deuxième, Liangelo, a été lui signé un contrat avec les Pistons, mais il a vite été coupé. Et donc là, depuis cette année, il a rejoint les Hornets. C'est un jeune joueur, il va sur ses 20 ans. Il a 19 ans, il va sur ses 20 ans au mois d'août. Et donc voilà. Et effectivement, cette saison, il cartonne complètement. Il a eu un début un peu difficile où on critiquait pas mal son shoot. C'est vrai qu'il a un shoot, une mécanique de shoot qui est un petit peu particulière, mais qui commence sérieusement à faire ses preuves. Il a un shoot un peu comme son frère, un peu bizarre à part. Mais après, des joueurs qui ont réussi avec des shoots un peu bizarres, et il y en a eu quelques-uns. Hein. On pense notamment à Kenyon Martin. Donc ça, après le shoot, ça se travaille. C'est sa première saison. Si on parle de shoot, si on parle d'un Ben Simmons, il n'y a pas de shoot non plus. Donc il peut quand même montrer des choses. Après, au niveau statistique, il n'a pas un shoot très fiable, mais c'est pas non plus catastrophique. Il a 43,7% au tir. Donc pour un rookie, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Bon, à 3 points, il y a beaucoup de progrès à faire. C'est 35,4% à 3 points. Et là, moi, je pense, là où il devrait aussi travailler beaucoup, c'est sur les lancers francs. À peine 79%. Je pense que c'est pour un meneur qui, en plus, il a un style de jeu très percutant, où il pénètre beaucoup, peut provoquer des fautes. C'est important qu'il puisse avoir cette fiabilité au lancer. Après, franchement, pour un rookie, il a commencé sur le banc. Ça fait quelques temps où maintenant il est dans le 5. Moi, je trouve qu'il apporte beaucoup à cette équipe des Hornets. Il tourne à 14,6 points de moyenne par match, 6,2 rebonds par match et 6,1 passes par match. Donc, c'est quand même des stats très très intéressantes en seulement 28 matchs. Hein. Faut pas oublier que
On n'en est qu'au début de la saison, malgré qu'on soit au mois de février, on n'a même pas fait la moitié de la saison. Donc je trouve que c'est assez encourageant. Il a notamment réalisé un match exceptionnel face au Jazz en marquant 34 points, en délivrant 8 passes et surtout il a perdu aucun ballon. Pour un meneur, sortir une stat comme ça, pour un meneur rookie, je trouve que c'est vraiment très très fort. Samuel, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, c'est ça. Je pense qu'on peut déjà découper la saison de la Melo Ball en deux parties. Au début de la saison, il jouait un peu moins en sortie de banc et depuis 8 matchs, là, il est titulaire. Et ses moyennes, c'est 20 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Donc, c'est vraiment des bonnes stats pour un rookie. Et surtout, en termes de shoot, il a 45% au tir, 44 à 3 points et 90 au lancer. Donc, c'est vraiment un joueur complet et à mon avis, peut-être un favori pour le rookie de l'année. Maxime? Oui, bon, Samuel a parfaitement résumé ses dernières prestations. Et c'est vrai que, après, si on compare un peu à Wiseman ou à Edwards, qui sont ses concurrents directs pour le titre de rookie de l'année, je pense on va aborder le sujet. Mais parce que clairement, la question se pose. Hein. Pour moi, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est celui des rookies qui a les meilleures statistiques, en tout cas sur les derniers matchs. Oui, et puis c'est celui aussi qui impressionne le plus. Alors, il est aussi à un poste par rapport à un Wiseman ou un Edwards où il est plus mis en valeur, il a plus le ballon. Et en plus, c'est vrai que pour avoir vu quelques matchs des Hornets et pour les avoir suivis un petit peu, il est explosif et il va vraiment tenter il va tenter des choses. Il a pas peur de mal faire ou quoi que ce soit. Il va tenter des passes dans le dos, il va tenter des passes sans regarder des passes aveugles. Voilà, il va les alley-oop pour ses coéquipiers aussi. Enfin, il a vraiment un style de jeu qui fait peut-être un petit peu défaut dans la NBA un peu moderne où on est très effectivement perf. Et lui, il va apporter ce petit côté fantasy, ce petit côté spectacle qui fait que on le regarde plus, il est plus dans les highlights et donc effectivement. Comme tu le dis, Maxime, on va aborder le sujet du rookie de l'année. Mais avant, Nicolas et Samuel vont réagir à ce que je viens de dire. Donc, Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est un joueur super agréable à regarder jouer. Il ose. Alors ça, c'est pour un rookie, c'est quand même bien. Je veux dire, il pénètre, il sert ses coéquipiers. Il est là pour apporter aussi un peu de folie dans cette équipe parce que c'est une équipe l'année dernière qui était un peu ennuyante à regarder. Je veux dire, il y avait pas grand-chose qui se passait. Là, cette année en plus, avec l'arrivée de Gordon Hayward, je veux dire, ça marche très bien. Je trouve que il a justement ce côté un peu fou. Et pour l'instant, ça lui réussit. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il a vraiment un style de jeu qui manque en NBA. Parce que clairement, des joueurs qui peuvent comme ça jouer. Alors, des fois, on peut peut-être penser que c'est un peu de nonchalance quand il joue, dans sa façon d'aborder les matchs. Mais au final, en fait, non, c'est juste qu'il y a une confiance en lui énorme. Il joue avec ça et pour l'instant, ça marche. Donc, espérons que ça marche jusqu'à la fin de la saison pour les Hornets. Samuel? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que Ball, il a un peu le même type de jeu que Penny Hardaway, dans le sens où sa longueur et son aspect complet pour un meneur, c'est vraiment intéressant. Il me fait beaucoup penser à Hardaway. Et je parle pas de potentiel, mais je parle vraiment de type de jeu. Et ça va être hyper intéressant de le voir au fil des années. Allez-y, les gars, réagissez à ce que dit Samuel. Moi, je pense que par rapport à ce que vous disiez sur son style de jeu, je trouve qu'on est quand même dans une NBA qui recherche aujourd'hui un maximum d'efficacité. Et c'est vrai que le côté léché un peu de son jeu et justement qui fait sur les highlights, ça va demander à être marqué en efficacité, pas forcément dans les statistiques, mais vraiment à être concrète et pas seulement pour faire du highlight.
Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis assez d'accord. Il faudra qu'à un moment donné, mais bon, on en est, Nicolas le disait tout à l'heure, on en est à 28 matchs. On a dépassé un petit peu le tiers de la saison. C'est déjà super encourageant. Donc, je vous pose la question que Maxime attendait tant. Est-ce qu'il est le favori pour le titre de rookie de l'année? Moi, oui. Moi, je l'avais mis favori dès le départ parce que on est dans une NBA, comme le dit Max, où c'est l'efficacité, mais c'est aussi les stats. Et les stats parlent pour lui. Je veux dire, il a déjà réalisé des triples-doubles. Il est très bon à la passe. Pour l'instant, au niveau des statistiques, au niveau des points, c'est équivalent avec Wiseman ou avec Edwards. Mais après, il a ce truc en plus. Là, il fait des passes. Il a 6, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 6,1 passes par match. Et en rebond, il est à 6,2 rebonds. Alors, il reste encore pas mal de temps dans la saison. Après, moi, j'en fais mon favori depuis le départ parce que je pense pas qu'on ait une QV si exceptionnelle que ça en matière de rookie cette année. Et parmi ces quelques joueurs qui sortent un peu du lot, je pense que c'est lui vraiment qui tient la barre pour le titre de rookie de l'année. Après, en niveau comparaison, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Samuel par rapport à Hardaway, moi je le compare plus à un Jason Williams, The White Chocolate comme on l'appelait. C'est un joueur où c'est fantasque quoi. Quand il joue, il joue pour le spectacle. Et ça, moi franchement, je reviens dessus parce que je trouve que c'est super important pour la NBA qui était devenue un peu trop stéréotypée. On court, on tire à 3 points, on revient en défense. Avoir un joueur comme ça qui apporte un peu de fantaisie avec des passes dans le dos, des alley-oops, tout ça, je trouve que c'est très important. Alors, moi, pour moi, j'en fais mon favori pour le titre de rookie de l'année. Après, je sais pas vous, mais moi, c'est mon favori. Si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Nico, moi, il y a quelque chose qui me gêne justement, c'est que moi, je demande à voir au niveau de l'équipe et du plan de jeu de l'équipe pour voir comment il peut être intégré dans un collectif. Je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis sur ses qualités, sur la comparaison avec White Chocolate, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je reste dubitatif sur l'efficacité d'un type de joueur maintenant. Alors, est-ce que il va tomber sur un coach comme Steve Kerr a pu l'être pour Stephen Curry et rechanger à nouveau la mentalité et le style de jeu de la ligue? Pourquoi pas? Mais je demande à voir. Voilà. Mais effectivement, pour le titre de rookie de l'année, à mon avis, pour l'instant, il est largement en tête. Samuel, on t'a pas entendu sur le fait que Lamelo pourrait être rookie de l'année. En fait, c'est pas que ses stats sont vraiment impressionnantes, mais je vois pas qui pourrait aller chercher ce titre pour l'instant, évidemment. À la place de Lamelo, on a Wiseman qui vient de se blesser et qui était pas forcément hyper dominant avec les Warriors. Edwards qui fait pareil, un peu des highlights où il fait des bons matchs, mais qui est vraiment pas constant. Donc même un Quickley ou quoi, pour l'instant, c'est pas assez. Ça arrive pas au niveau de la Melo Ball, donc à mon avis, il est clairement favori. Ouais. Nicolas? Moi, pour revenir sur ce que disait Max par rapport à l'impact, je suis pas tout à fait d'accord parce que là, il en plus d'être titulaire dans l'équipe, c'est une équipe qui est pour l'instant 6e à l'Est. Alors, certes, ils ont un bilan négatif, mais bon, la conférence Est, c'est quand même assez pauvre par rapport à la conférence Ouest. Mais il amène quand même quelque chose et je trouve que l'équipe tombe plutôt pas trop mal. Quand Gordon Hayward est aussi en forme, je trouve que c'est une équipe qui tombe pas mal et je pense que lui a apporté aussi ça à l'équipe. L'année dernière, les Hornets étaient très loin de viser les 8 premières places. Là, cette année, on se dit qu'ils ont peut-être une chance. C'est peut-être un joueur. Alors, il ne va pas révolutionner le jeu des Hornets non plus. Il ne va pas leur offrir un titre non plus. Mais c'est un joueur qui a apporté quand même quelque chose. Et je trouve que ça se ressent un peu dans les résultats. Parce que sur la conférence Est, ils ont un bilan équilibré de 9 victoires pour 9 défaites. Mais après, ça reste quand même une équipe. Voilà. Qui a quand même réussi sur ces 10 derniers matchs. Ils ont gagné 6 matchs, ils en ont perdu 4. C'est une équipe qui a quand même avoir un peu de régularité. Après, ça reste la conférence Est, donc c'est pas très relevé, mais il a quand même amené cette équipe-là à un niveau
au-dessus par rapport à ces noms. Et en effet, et si on fait une comparaison, en fait, là où vous parlez des stats, etc., c'est que pour le rookie de l'année, généralement, ce sont surtout les stats qui vont compter, à la différence du titre de MVP de la saison régulière, où on va prendre en compte effectivement les stats, mais aussi si l'équipe réalise des bons résultats ou autre, parce que si on s'en tient juste aux stats, aujourd'hui, le MVP de la saison régulière, c'est Bradley Beal et haut la main. Le problème, c'est qu'avec un bilan aussi mauvais que 7 victoires et 17 défaites de mémoire, oui, c'est ça, 7 victoires pour 17 défaites, on peut pas lui donner. Un rookie, ça va être différent. On va regarder effectivement l'impact qu'il peut avoir dans une équipe. Même si l'équipe perd, et c'est ce qui peut donner de la chance à Anthony Edwards, c'est que si ses performances commencent à devenir de plus en plus régulières, potentiellement, il peut, avec en plus son statut de numéro 1, devenir rookie de l'année. Bon, moi, perso, je vote pour Quickley, étant fan des Knicks, et Damien me rejoindra là-dessus. Oui, très bon choix. C'est gentil. Messieurs, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur ce LaMelo Ball? Est-ce qu'il va être l'une des figures de la NBA à l'avenir, par exemple, Nicolas? Une figure, je sais pas, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais moi je pense que ça peut être un joueur qui va battre des records. C'est pas mal de records, je pense. Il peut. Il aura, moi je pense, un meilleur avenir que son frère. Moi je le trouve plus développé, plus complet que son frère. Après, de là à ce que ce soit une figure de la NBA, je pense pas, parce qu'on a encore quand même des Luka Doncic, des Williamson, des Trae Young, tous ces joueurs-là, c'est eux qui vont vraiment dominer la NBA dans les années qui vont venir. Il aura forcément l'opportunité de se montrer, mais de là à dire que c'est une figure de la NBA, peut-être pas. Mais ça peut être un rookie de l'année, ça c'est sûr. Samuel? Alors, je pense pas qu'il va devenir au niveau de MVP ou quelque chose comme ça, mais il va peut-être permettre l'émancipation de la NBA, entre guillemets, ou amener des jeunes générations vers la NBA via les highlights et son jeu un peu flashy. Son duo avec Miles Bridges, il est assez impressionnant et ça fait toujours plaisir de voir jouer LaMelo Ball en fait. Donc, figure de la NBA sur le terrain, je pense pas, mais médiatiquement, peut-être. Il est plus flashy qu'un Doncic ou qu'un Williamson la plupart du temps, donc on verra. Damien? Ouais, je voulais juste parler un petit peu par rapport à son parcours. Je pense que c'est assez intéressant et on n'est pas encore au point de s'inquiéter, mais quand même, c'est vrai qu'au final, c'est un joueur qui n'est pas du tout passé par la NCAA, quoi. Il est passé par le championnat lituanien et australien. On voit quand même de plus en plus, je trouve, cette tendance de joueurs qui quittent un petit peu le système universitaire, notamment pour aller chercher, c'est très matérialiste, hein, mais bon, des payes qui ne sont pas forcément intéressés par avoir un diplôme dans une université, mais qui préfèrent être payés pendant 3 ou 4 ans, ou tout simplement jouer dans un championnat comme un autre, parce que bon, peut-être que ça l'a aidé aussi, même si le niveau de la NCAA est quand même très relevé. Surtout, évidemment, il ne faut pas me poser la question à moi, je suis à 100% défenseur de la NCAA, et j'adore ça, voilà, mais bon, je trouve que c'est assez intéressant, et ça va peut-être faire réfléchir certains autres joueurs, certains autres jeunes joueurs, se dire, bon, bah, est-ce que si je suis un parcours similaire à lui, ou je vais dans un autre championnat, je gagne un peu d'argent pendant quelques années, mais surtout, je me fais un an à l'étranger, aussi forcément dans des ligues où il n'y a pas tant de joueurs que ça, parce que la NCAA, bon, bah, y a énormément de programmes, mais il y a aussi énormément de concurrence, peut-être un peu moins dans les autres ligues. Voilà, je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là, et voir quel impact LaMelo Ball pourra avoir. Maxime? Oui, moi, je partage tout à fait l'avis de Damien sur le fait que, en fait, c'est des parcours à l'européenne qui vont chercher donc à être pro beaucoup plus tôt. Et quand on voit des Doncic, dans le passé, des Nowitzki, des Parker, pour revenir aux pionniers, qui sont arrivés en NBA en étant déjà formatés et vraiment pro,
par rapport à la NCAA, la NCAA n'offre pas forcément. Donc, et c'est vrai que il a un parcours qui est intéressant, atypique. Moi, je demande à voir. Voilà. C'est le cas de le dire. Mickaël, tu voulais intervenir là-dessus? Ouais, je voulais juste dire un mot par rapport justement au parcours. Il n'y a pas que le fait de l'argent, je pense qu'il y a aussi ce côté d'aller se frotter à des joueurs expérimentés. Parce que j'avais quand même pas mal suivi le parcours de Doncic à Madrid. Et il se retrouve dans un championnat qui est quand même assez relevé en termes de niveau, l'un des meilleurs en Europe. Et face à des mecs qui ont 30, 35 ans, qui ont des physiques aussi de joueurs de 30, 35 ans, qui ont l'expérience, le vice de joueurs de cet âge-là. Et donc, je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de se frotter à des joueurs qui ont cette expérience, qui ont ce vice que tu vas pas retrouver en université parce que tu es qu'entre jeunes et donc forcément l'expérience est plutôt limitée. Donc, je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'aller jouer dans ces championnats-là, c'est justement d'acquérir cette expérience qui va leur permettre d'arriver tout de suite en NBA face à des papas, quoi, à des joueurs qui ont 30 ans et qui sont là depuis 10 ans et qui connaissent la ligue parfaitement, qui connaissent le basket aussi parfaitement. Donc, je pense que c'est aussi cet intérêt-là qui est derrière tout ça. Ouais, et d'avoir un impact rapide au final et pas d'attendre 4, 5, 6 ans avant de pouvoir être parmi les meilleurs, sauf cas extrêmement limité comme un LeBron James par exemple. Nicolas et ensuite Maxime, et puis après on passe un petit peu, on va changer de sujet. Ouais, moi, juste pour terminer, moi c'est pour revenir sur le parcours. Alors ça va pas forcément plaire à Damien et moi non plus parce que moi c'est vrai que j'ai découvert le championnat universitaire cette année. C'est vraiment un championnat, voilà, il y a beaucoup de suspense, c'est des matchs âpres, il y a vraiment beaucoup de niveaux, de très haut niveau parmi les joueurs. Mais le problème de nos jours, c'est que maintenant j'ai l'impression que les recruteurs NBA regardent par rapport aux highlights et aux vidéos qu'on peut trouver sur YouTube des joueurs. Et moi, je vais prendre l'exemple juste de Zion Williamson. Alors, certes, il fait des stats et compagnie, mais c'est pas un joueur de basket ultra complet. J'entends par là que il a été choisi numéro 1. Il y a eu une hype autour de lui énorme parce que il y a eu ces vidéos sur YouTube. Et maintenant, quand on voit la Melo Ball, ça a été pareil. La Melo Ball, il est parti en Lituanie, en Australie. Je m'étais trompé tout à l'heure. La Chine, c'est son frère. Mais du coup, en allant dans ces championnats-là, il a montré, il a fait des gestes complètement fous. Il est passé sur YouTube, il y a eu des vidéos. Et ça fait monter en flèche vachement sa cote. Et j'ai l'impression que maintenant, on recrute les joueurs par rapport à ces highlights-là et non pas par rapport aux qualités intrinsèques d'un joueur de basket. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, je pense que le cursus universitaire, ça, il va pas toucher à sa fin, ça c'est sûr, mais ça va être compliqué d'avoir des joueurs qui vont vouloir rester plusieurs années en NCAA avant de rejoindre la NBA. Et le mot de la fin, donc pour Maxime. Moi, pour finir, je dirais que Melo Ball est un joueur qui a un énorme potentiel, qui montre des choses et qui prouve aujourd'hui finalement que Charlotte a fait peut-être un bon choix. Reste à voir sur toute la saison et qu'effectivement, il est favori au jour d'aujourd'hui, comme tu as si bien dit, Charles, au bout d'un tiers de la saison pour être rookie de l'année. Voilà. On verra à la fin de la saison. Et déjà, je pense que ce début de saison de Charlotte est déjà une grosse victoire pour la franchise d'être à ce niveau-là, à ce stade de la saison régulière. On enchaîne avec de la NFL et je vous avais promis une intro qui déchire. Houston, on a un gros problème. Oui, on a un gros problème mais la différence cette fois-ci avec c'est Apollo 13, c'est que il y a moyen de pas exploser en vol cette fois-ci et il va falloir se réveiller et très rapidement pour Houston parce que même si J.J. Watt s'en va, et ça je pense que c'est plutôt pour le coup un beau geste de la part de la franchise pour ce joueur qui commence à être âgé, qui
et qui mérite mieux que ce qui est en train de se passer. Que c'est vraiment une franchise, on en avait parlé plusieurs fois, qui est en train presque de disparaître en un an, qui fait partir son meilleur joueur, son deuxième meilleur joueur en attaque, le joueur, la cible préférée de son quarterback, DeAndre Hopkins, qui commence à 0-4, qui perd son head coach, Bill O'Brien, qui disparaît totalement et qui est en train d'exploser. Là, on la voit un petit peu, vraiment, elle était en train de quitter la stratosphère, et elle commence à prendre feu, mais attention, elle a un petit parachute de secours, et j'ai pas l'impression qu'elle veut l'activer pour l'instant, et c'est ça qui m'inquiète énormément, ce qui fait que je pense que si elle ne l'active pas, elle va exploser en plein vol. C'est le départ demandé de Deshaun Watson, qui pourrait permettre une reconstruction, qui pourrait en fait permettre de rattraper toutes les erreurs. Parce que voilà, il a eu une cote qui est énorme, c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue. On pourrait même penser que ça a été vraiment peut-être même le meilleur l'an dernier avec cette saison. Je veux dire, quand on pense à ce qui s'est passé, il a fini numéro 1 en termes de yards. Enfin, c'est une performance qui est hallucinante. Et il faut absolument saisir cette opportunité pour Houston et échanger Deshaun Watson, pas forcément rapidement, mais d'échanger Deshaun Watson quand ça rapportera le plus, pour pas exploser en plein vol, sinon c'est ce qui leur part en nez là. Michael, tu es d'accord avec cette vision de la fusée qui est pas très très loin d'exploser? Bah écoute, j'allais reprendre l'image justement, et pour moi, Houston, c'est exactement cet exemple-là. C'est limite la fusée qui a failli atteindre le Graal, c'est-à-dire se poser sur la Lune. Il faut quand même pas oublier qu'il y a 2 saisons en arrière, ils arrivaient en divisional round face aux Chiefs, qu'ils étaient en train de mener 24-0. On voyait cette équipe se qualifier et pourquoi pas aller jusqu'au Super Bowl. Et arrivé là, ils se font remonter par les Chiefs, ils encaissent plus de 50 points sur la rencontre. Et ça a été, je pense, le début du crash, c'est-à-dire le début des mauvaises décisions. Bill O'Brien a décidé un peu de débarquer DeAndre Hopkins, ce qui pour moi était la première erreur. Là, on voit que l'équipe se décompose. JJ Watt, donc, qui s'en va en trouvant un accord avec la franchise. Je pense que Damien a raison, c'est un très beau geste qui a été fait parce qu'il le méritait. Et après autant d'années, après tout ce qu'il a donné, il fallait, je pense, faire ce geste et le laisser partir, tenter un dernier challenge. Et il y a ce cas Deshaun Watson qui est loin d'être réglé. Il ne faut pas oublier quand même que Deshaun Watson a une no-trade clause dans son contrat, ce qui veut dire qu'il peut refuser n'importe quel trade. C'est lui qui aura à la fin son mot à dire sur l'équipe qu'il souhaite rejoindre. Donc ça va être un peu compliqué, il va falloir contenter tout le monde, il va falloir contenter les Texans d'un côté sur le package, il va falloir contenter Watson aussi, qu'il aille vers une équipe qui lui convient et un challenge qui lui convient. Donc ça me paraît être un dossier un peu épineux pour Houston. Là où je rejoins pas Damien, c'est que je pense pas que ce sera le début d'une reconstruction, je pense qu'ils vont avoir tous les éléments pour, mais je sens que cette équipe va encore prendre des mauvaises décisions et j'ai la sensation qu'on va les voir disparaître petit à petit dans les saisons à venir. C'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que le mal, il n'est pas plus profond et il n'est pas presque systémique avec une tête, parce qu'il faut aussi rappeler que le CEO de la franchise est parti. Il a fait ses valises un peu avant JJ Watt. Donc, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'encadrement et dans le top management un souci beaucoup, beaucoup plus profond et qui, du coup, comme tu le dis, Michael, empêchera les Texans de pouvoir reconstruire correctement? Parce que oui, le trade de Deshaun Watson, avec le talent qu'il a, forcément le package risque d'être mais mirobolant, absolument mirobolant. Damien? Oui, je suis d'accord avec vous, hein, je suis d'accord. J'ai du mal à m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auront l'opportunité de rattraper leur erreur. Je ne suis pas forcément convaincu qu'ils vont y arriver, qu'ils en ont la capacité en tout cas. C'est ça. Après, on verra aussi parce qu'on peut être surpris. Mais et puis vraiment, ce qui est en train de se passer avec Deshaun Watson, quand il demande son trade et on voit clairement que il n'y a pas d'issue pour lui. Il veut pas rester à Houston. Je veux dire, il y a rien, il y a pas d'avenir pour lui et que la franchise ne l'écoute à ce point pas et qu'elle s'entête absolument
dans les conférences de presse, vraiment, qui ont suivi sa demande de trade, où il exprime toute sa frustration, il dit j'en peux plus, c'est terminé, Houston, je veux plus en entendre parler, peu importe qui sera le head coach. D'ailleurs, personne ne voulait y aller. Et je m'en irais, et non, la franchise, non, on garde Deshaun Watson, non, mais Deshaun Watson sera un des nôtres. Le head coach qui arrive, qui dit non, mais j'ai aucun doute sur le fait que Deshaun Watson sera un des nôtres. Mais c'est pas possible, cette communication, elle est complètement asymétrique. Ça donne envie à personne d'y aller, à part un rookie qui aurait pas le choix et qui serait choisi. Parce que voilà, si Deshaun Watson est échangé, ça sera un top 3 ou un top 5, peut-être un top 10 grand maximum, mais ça sera pour un quarterback sans aucun doute, je pense. Voilà, alors à part quelqu'un qui n'aura pas le choix, qui sera sélectionné, un pauvre rookie, surtout un rookie avec du potentiel qui va venir s'écraser en plein vol, certainement, dans une franchise qui est perdue complètement, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Ton management, ton équipe de management qui t'écoute pas à ce point, ça montre vraiment le problème intérieur, je trouve, de cette équipe et systémique, comme tu dis, de cette équipe de Houston. Michael? Ouais, en plus, on a quand même vu que sur les dernières années, donc, il y a eu ce choix donc, de laisser partir DeAndre Hopkins. Là, c'est J.J. Watt. Demain, ce sera Watson. Il faut quand même savoir que je regardais une petite stat tout à l'heure. Ces 3 joueurs-là font partie des seuls joueurs qui ont été appelés en équipe All-Pro sur les 4 dernières années pour les Texans. Il n'y en a pas d'autres. À part Laremy Tunsil cette année, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est simple, c'est tes 3 meilleurs joueurs. Et tu décides à un moment donné, soit de les brader, soit de t'en séparer, soit de te fâcher avec eux. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Je pense que Bill O'Brien a eu aussi un rôle assez important là-dedans. Donc bon, je pense qu'on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, mais ça a été compliqué. Là, c'est Nick Caserio qui a repris donc le poste de directeur général. Il a un gros travail devant lui. Moi, le choix du coach, c'est David Culley qui est venu des Ravens, qui était l'assistant head coach. Je pense que c'est pas le bon choix. En plus, quand on voit qu'un coordinateur offensif comme Eric Bieniemy des Chiefs n'a même pas été appelé par une franchise, je trouve ça assez surprenant. Alors peut-être qu'il a refusé, hein, on ne sait pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait largement mieux à faire, ne serait-ce que déjà pour tenter de convaincre Watson de rester. Je pense que déjà le move que tu fais avec le coach, c'est quand même la base si tu veux convaincre le joueur de rester. Et là, je pense que c'était raté sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué pour les Texans. Et l'avenir s'annonce pas forcément ultra radieux. Damien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, je suis absolument d'accord avec Michael. Hein, y a rien qui va. De toute façon, il n'y a rien qui peut aller vu qu'ils ont clairement pas les clés. Bill O'Brien, c'est vrai que ça reste un mystère. Il met le bazar, il fait partir tout le monde, il fait exploser cette franchise et puis il s'en va être coordinateur à Alabama. Enfin bref, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qu'ils ont fait. Et je ne comprends pas. On dirait que c'est vraiment si on voulait faire un livre avec un manuel à suivre de comment détruire sa franchise. Voilà, vous avez toutes les étapes là, exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Et vous regardez les Houston Texans et vous ne refaites pas la même chose. Quoi. C'est vraiment, ils ont fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils se sont détruits tout simplement. Et Bill O'Brien, il est parti entraîner Alabama, aller chercher encore des titres pas gratuits, mais bon voilà, il est allé. C'est pas un challenge quoi. Donc voilà, il est parti. Voilà. Bon, c'est vraiment très étrange. Est-ce que les Texans ne sont pas partis pour une saison à 0-16 la saison prochaine? Pardon. Non, allez-y. Vas-y, Michael. Non, j'allais dire, ça dépend vraiment de ce qui va se passer au niveau des trades et du package qu'ils vont avoir pour Watson. 0-16, je sais pas. Maintenant, tout dépend du quarterback qui arrive. C'est sûr que si c'est un rookie, il y a des chances qu'on ait une saison, à mon avis, proche du 0-16 ou à quelque chose comme 2-14. Tout va dépendre. Oui, voilà. J'attends vraiment de voir le choix. C'était une image, le 0-16 étant une image, hein, bien entendu, la saison parfaite, la saison imparfaite même, c'était l'image, oui, 2-14, 3... Puis même les Jets ont gagné des matchs cette année, donc je dirais oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc oui, ça te semble plausible, Damien? Ça dépendra de ce qu'ils récupèrent avec Deshaun Watson, parce que s'ils récupèrent pas mal de tours de draft et qu'ils arrivent à mettre en place
grâce à la draft, et peut-être, sait-on jamais, peut-être qu'ils vont nous surprendre. On verra. J'y crois que moyennement. Et surtout, j'espère pas que certains joueurs que j'apprécie beaucoup, qui arrivent de l'université, comme je pense par exemple, j'ai un mauvais pressentiment pour Justin Fields. Là, je le vois dans le maillot des Texans là, en échange sur la dernière minute. Là. Si jamais les Jags ne le prennent pas, là, que les Jets veuillent récupérer Deshaun Watson et qu'ils se retrouvent empêtrés dans cette histoire, là, j'en ai des sueurs froides rien que d'y penser. Là. Mais non, quand même, après oui, s'ils arrivent à récupérer des bons joueurs à la draft, et puis ils vont en récupérer des bons joueurs, ça c'est certain, ils pourront peut-être faire quelque chose, mais bon, ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. Michael? En plus, il y a un vrai challenge dans cette division AFC Sud parce qu'on a les Titans qui ont quand même fait une bonne saison. On a les Colts aussi qui sont à la recherche justement d'un quarterback et de se reconstruire de ce côté-là. Et les Jaguars qui ont, eux, le choix de pouvoir aller prendre un très bon quarterback. Donc ça va être intéressant parce que ça peut être un gros défi pour les Texans, pardon. Et on parlait du 0-16, mais moi, c'est surtout, est-ce qu'ils finiront pas dernier de leur division l'année prochaine? Damien, vas-y, enchaîne. Ah oui, je suis d'accord. Je sens bien ça sent pas très bon pour la dernière place, ça c'est clair. Mais je voulais juste aborder un autre sujet du coup. Je sais pas si vous avez remarqué du coup avec la demande de trade de JJ Watt et celle de Watson, celle de Stafford, je trouve qu'il y a vraiment depuis celle de Deshaun Watson, il y a vraiment une espèce de gros effet boule de neige. C'est pas mal de joueurs là qui essaient de rechanger d'horizon. Tout ça arrive un petit peu dans ce climat de avant Super Bowl, après Super Bowl, avec j'ai l'impression que tout ça a été un petit peu motivé aussi par l'espèce de pari réussi de Tom Brady, de se relancer dans une autre franchise et d'aller tenter sa chance, d'avoir un meilleur futur ailleurs, de cette équipe des Buccaneers, qui est en fait une équipe de la rédemption. Hein. Je crois que c'est toi, Charles, qui avait écrit en début de saison Antonio Brown, la rédemption, point d'interrogation. La réponse est oui, la rédemption d'Antonio Brown. Voilà. Et peut-être que ça fait réfléchir certains joueurs qui se disent en fait, pourquoi on reste, pourquoi on s'attache à... C'est vrai que la NFL, c'était pas une équipe où il y avait une ligue où il y avait beaucoup de mouvements, de gros changements. En général, les stars d'une équipe, Brett Favre va me faire mentir, mais voilà, les grandes stars d'une équipe restaient en général dans l'équipe, il n'y a pas énormément de mouvements. Et puis, d'ailleurs, ça a été un petit peu mal vu, là, cette demande de trade de Watson. Il dit pourquoi tu te bats pas plus que ça pour ta franchise quand même, elle t'a drafté, il faut faire un petit effort quoi. Mais ouais, c'est un gros changement, les joueurs ont envie d'aller tenter leur chance et au final ça va changer complètement le paysage de la ligue, parce que qui aurait cru que cette équipe des Texans allait être complètement démantelée, que Matthew Stafford allait quitter Détroit, que Tom Brady allait quitter New England. Voilà, c'est tout un espèce de paysage qui est complètement changé, et aussi une philosophie de management et d'échange un petit peu commercial qui est complètement changée. C'est assez intéressant à voir pour le coup. Et tu as complètement raison, et je pense qu'on n'est pas encore sorti de ça, et l'intersaison va être sacrément animée quand on voit même un Russell Wilson qui laisse sous-entendre que effectivement on l'écoute pas assez, que voilà. Et puis voilà, on a aussi des joueurs qui, si on prend le cas de Wilson, qui arrivent à un certain âge et qui commencent à regarder un petit peu l'héritage qu'ils vont laisser de manière générale sur la ligue. Alors à Seattle, l'héritage pour Wilson, il est acté, il est clair, pas de souci là-dessus. Mais quand il va regarder un Tom Brady, un Aaron Rodgers, un Drew Brees, et il essaye de se comparer à ça, il se dit il faut que je fasse un peu plus. Là, j'ai été sorti très rapidement. Voilà, il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Michael, est-ce que tu rejoins ça aussi? Oui. Après, je pense qu'il y a aussi un changement dans les mentalités des dirigeants. Je pense que le trade Stafford-Goff nous a montré qu'on n'a plus peur en fait de faire des échanges de quarterback, ce qui était quand même moins le cas auparavant. Et j'ai l'impression qu'on va avoir quand même un gros effet boule de neige effectivement avec Watson. Aujourd'hui, on a parlé quand même de Wilson, de Watson. On parle de Derek Carr aussi qui pourrait partir des Raiders. On parle de Garoppolo. Il y a beaucoup de quarterbacks qui sont potentiellement sur le départ. Il y avait même Aaron Rodgers qui avait mis un peu le doute après l'élimination. Donc, ça fait beaucoup de QB qui potentiellement ont évoqué leur avenir à un moment donné de cette fin de saison. Et c'est
C'est étonnant. Alors après, je pense que certains, c'est aussi un petit coup de pression des fois pour revoir les contrats. On en avait parlé avec Rodgers. Mais je pense que pour d'autres, il y a aussi cette volonté, comme tu le disais, de construire un héritage, d'aller gagner et de rester dans l'histoire en ayant gagné des titres, hein, tout simplement. Damien, et puis après, on enchaînera avec la NHL. Ouais, je suis d'accord. Et puis pour Wilson, c'est vraiment très très osé. Je veux dire, il y a très peu de retenue au final. Il a balancé de façon complètement unilatérale son équipe. Bon, à raison ou pas, je suis pas là pour le juger. C'est un joueur que j'apprécie, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il gagnerait à être dans une équipe qui l'entoure un peu mieux, ça c'est certain. Mais c'est vraiment très surprenant. Et puis ça change complètement le paysage de la ligue. Puis vous regardez, vous prenez la NFC West. Donc on a Russell Wilson, le quarterback des Seahawks. On a donc Jimmy Garoppolo, le quarterback des 49ers. Et donc Matthew Stafford, maintenant le quarterback des Rams. On a 3 changements sur les 4 équipes de la division, par exemple. C'est énorme, ça change complètement ça change tout. Ça change tout. Et alors avant, c'était quand même assez rare. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais, ça nous promet une jolie intersaison qu'on vous fera bien entendu vivre au travers de nos articles et du podcast. On va enchaîner, on va passer au patinoire et à la glace, et on va parler Samuel et Jordan de Montréal, qui avait fait un très bon début de saison. Pas mal de belles performances avec notamment un Toffoli absolument fantastique. Et puis depuis quelques matchs, la machine semble un petit peu enrayée. Alors Jordan, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce changement de course au final des Habs? Alors effectivement, les Habs avaient plutôt bien démarré. Ils étaient co-leaders de leur division avec Toronto. Et puis, ils ont été un peu perdre de manière bêtement face à Ottawa une première fois. Ils ont après gagné dans la douleur encore une fois face à Ottawa. Et au final, sur les 5 derniers matchs, ils ont un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, dont notamment un blanchissage face à Edmonton. Donc ils n'ont même pas réussi à marquer contre Edmonton, qui est clairement pas la meilleure défense de la division ni de la ligue. Et surtout, il y a eu une panne offensive qui est assez violente de la part de Montréal, puisqu'en fait Montréal, ça fait 5 rencontres qui n'ont pas marqué plus de 2 buts par match. Alors qu'avant, ils arrivaient à marquer, comme par exemple face aux Canucks, où ils avaient mis un 7-3, face aux Oilers, où ils avaient mis 5-1, etc. Donc, c'est une sorte, je dirais, de combinaison entre une attaque qui marche plus trop et une défense peut-être aussi un peu plus perméable, qui forcément en fait entraîne des résultats moindres. Et même, en fait, quand je regarde un peu les stats de Montréal, je trouve qu'ils sont 2 victoires et 3 défaites avec les statistiques qu'ils avaient. Ils auraient presque pu faire un 0 victoire, 5 défaites, en fait. C'est même au final, je dirais que le bilan est pas si malheureux. Donc je sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais... Ben oui, ce que tu dis, Jordan, c'est complètement injuste. L'efficacité de Montréal sur les 5 derniers matchs, du coup, mais on focus sur les 4, les 2 matchs d'Ottawa, le match d'Edmonton et le premier contre Toronto. C'est assez problématique en fait. La stat, je l'ai là. En 4 matchs, ils ont tiré donc 143 fois, hein, et ils n'ont marqué que 6 fois, donc ça fait 4% de réussite au tir. C'est juste pas possible en fait pour espérer performer. Sur les 4 matchs, Toffoli marque pas un but. Heureusement, il y a Josh Anderson qui fait un très bon début de saison et qui arrive un peu à tirer le niveau vers le haut, mais sinon c'est très problématique. La qualité de jeu, c'est vraiment pas beau à voir. Pour avoir regardé la plupart des matchs, vraiment on s'ennuie. Le match où ils ont gagné 2-1 contre Ottawa, si ceux qui arrivaient à ne pas s'endormir avant la fin du premier tiers-temps, ils étaient vraiment forts. Donc on verra comment ils se relèvent de la situation. Ils ont des joueurs d'expérience, donc je pense que c'est pas un problème, c'est juste une petite passe, un petit passage au vide, et puis ça devrait aller pour Montréal. Ils vont aller chercher les playoffs quand même.
Ouais, vous pensez quand même que c'est passager et que c'est aussi le cours d'une saison où oui, on a des hauts, on a des bas et quel que soit le sport, on n'est pas forcément constant tout le temps. Jordan? En fait, c'est un peu parce que là, au final, oui, on parle de 5 matchs qui représentent un tiers de la saison, mais en termes de jours, je crois que ça fait qu'une semaine ou quelque chose comme ça, en fait. Là, je dirais un peu hasard du calendrier, Montréal joue pas avant, ce week-end, vendredi ou samedi, je sais plus. Et surtout, ils vont, donc là, ils vont jouer encore une fois, voilà, oui, Toronto, samedi soir et après ils vont enchaîner, pas mal Winnipeg et Ottawa qui sont pas les équipes, je dirais, les plus dangereuses de la division. Du coup, ils vont avoir un peu de temps pour se remettre face à des équipes plus accessibles et aussi pour un peu soigner leur bilan. Donc non, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est finalement assez passager, mais en tout cas, c'est vrai que comme le mentionnait Samuel, c'est assez inquiétant parce que dans les faits, tous les buteurs de chez Montréal, que ce soit Tyler Toffoli, Josh Anderson ou Brendan Gallagher, ont tous à un moment donné, je dirais, une baisse d'efficacité au même moment et je dirais malheureusement pour l'équipe, les autres joueurs, que ce soit Dano, que ce soit Kotkaniemi, et cetera, ne sont pas forcément révélés. Enfin, je dirais, ou du moins n'ont pas forcément brillé. Et pour Dano Hausser qui leur va, niveau de jeu. ouais, et pour Dano qui veut chercher un contrat, je crois, à plus de 6 millions. Comment dire, je sais pas si il va peut-être découvrir la HL assez vite, quoi, vu ce qu'il produit. Samuel? Oui, c'est ça. Le truc, c'est que sur les matchs, avant le deuxième match de Toronto, l'agressivité, le pressing qui était mis en place par Claude Julien, j'ai pas vraiment compris en fait. Il n'y avait pas beaucoup de charges et il prenait même beaucoup de pénalités, surtout le troisième trio, Kulak et Romanov. C'était assez étrange. Là, sur le match de Toronto, ils sont arrivés à rester disciplinés. Ils ont pris 2 minutes de pénalité, je crois. Et surtout, ils ont mis beaucoup de mises en échec. Ils ont augmenté le rythme et c'est ça qui allait chercher la victoire. Et du point de vue des gardiens, parce qu'on a mentionné pas mal l'attaque, est-ce que là aussi, il y a une petite baisse de régime? Sur le gardien, ben, le meilleur gardien de Montréal pour l'instant cette saison, statistiquement, c'est Jake Allen en fait. Pourtant, évidemment, Price est présenté comme un des meilleurs gardiens de la ligue, C'est ce que j'allais dire, oui. et oui, mais là, c'est Jake Allen qui est cinquième en pourcentage d'arrêt et dixième en buts encaissés. Il prend 2 buts par match. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même c'est correct. Après le match contre Toronto, Carey Price était 43e de la ligue en pourcentage d'arrêt, 29e en but par match. C'est pas ce à quoi nous a habitué Carey Price, qui est censé être un des meilleurs de la ligue et un des piliers du jeu de Montréal sur lequel ils peuvent se reposer pour développer du jeu offensif. Donc il va falloir qu'il élève son niveau. Il l'a fait heureusement contre Toronto et c'est en grande partie ce qui leur a permis de remporter ce match. Ouais. Et alors, Jordan, tu disais hasard du calendrier. Est-ce que justement cette petite pause là de une semaine quasiment va pas être un peu bénéfique pour que l'équipe se retrouve, retravaille peut-être les fondamentaux et pour pouvoir se relancer? Alors, ils jouent contre Toronto samedi soir. C'était peut-être pas non plus le meilleur adversaire pour reprendre après une semaine. Ouais, mais il joue pour le coup, il joue au Centre Bell, donc bon. Alors certes, ils jouent face à Toronto, mais en même temps, ils ont aussi l'avantage, je dirais, de reprendre à domicile, Ouais. ce qui clairement va leur permettre un peu de bien préparer le match et tout ça. Et puis surtout, après Toronto, ils ont Ottawa 2 fois et Winnipeg, pareil encore une fois, enfin 2 fois aussi, je crois, puis ils retrouvent Ottawa. Donc bon, en effet, alors oui, certes, Toronto, ça peut être comment dire, l'adversaire le plus dur, mais après ils vont encore récupérer 5 ou 6 matchs plutôt faciles. Enfin plutôt accessibles parce que de toute façon aucun match sera facile, on l'a vu face aux Sénateurs, hein. Mais enfin là plutôt accessible et concernant Carey Price, c'est sûr que c'est un problème, mais à sa décharge, Marc, c'est vrai aussi pour Jake Allen.
Ça fait 5 matchs que les défenseurs de Montréal sur certains jeux, on sait pas où ils sont, quoi. Enfin, très franchement, notamment, le match gagné par Toronto, Justin Hall met un but. Je crois que mis à part dans NHL en mode facile, j'en ai jamais vu des comme ça, quoi. où il est vraiment, ouvert, il y a plus personne entre lui, entre le gardien et la ligne bleue, quoi. C'était incroyable. Samuel? Je pense que ce qui masquait cette largeur défensive, c'était surtout que juste avant, la semaine dernière, Montréal, c'était l'équipe qui tirait le plus de la ligue avec 34 tirs par match. Maintenant, ils sont 3e, je crois, avec 32, quelque chose comme ça. Mais ils agressaient sans arrêt le gardien, ils tentaient beaucoup et donc forcément, ça rentrait pas mal. Après, pour rassurer les fans du CH, Montréal, pour l'instant, ils sont 2e de leur division à 5 points de Calgary. Donc, ils ont quand même leur bon début de saison leur a permis d'avoir un petit matelas et de pouvoir se permettre des petits moments de faiblesse comme ça, mais il faut évidemment pas que ça dure. Ouais, bien entendu. Comme on l'a dit et répété, on prend un petit échantillon de cette saison, mais effectivement, c'est vrai qu'ils nous avaient tellement impressionnés que de les voir douter et jouer de la sorte, c'était assez intriguant. Merci messieurs pour la NHL. On va passer très très rapidement à la MLB juste pour vous donner 2-3 petites infos. Après-demain, donc mercredi, c'est le début du Spring Training, donc le retour du baseball. Enfin, on l'attendait depuis le mois d'octobre et le titre des Dodgers. Donc le Spring Training, pour ceux qui découvriraient un petit peu la MLB, c'est la pré-saison. Les équipes vont débuter les entraînements. On va commencer d'abord par les lanceurs le 17. Puis les joueurs de champ vont venir le lendemain et les premiers entraînements de groupe auront lieu à partir du 21-22 de mémoire, avant de débuter les premiers matchs le 27 février prochain. Les 30 équipes sont réparties en 2 ligues, la Cactus League qui va se dérouler en Arizona et la Grapefruit League qui va se dérouler en Floride. On aura pas mal de matchs que vous pourrez suivre si vous avez le pass pour la MLB, ce sera inclus dedans, bien entendu. Voilà, on vous tiendra au courant, bien entendu, de tous ces matchs et des petites informations inside des différentes équipes. Là, il y a eu pas mal de mouvements, c'est pas mal de petits mouvements de signature encore de joueurs pour compléter les effectifs en vue du début de la saison qui sera officiellement donc le 1er avril prochain pour l'Opening Day avec 15 matchs au programme. On a hâte avec notamment Nicolas qui sera là pour couvrir la MLB cette saison. On arrive, messieurs, à la fin de notre épisode, de ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour vos interventions toujours très éclairées et toujours très justes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à aller sur le site thefreeagent.fr pour vous inscrire à notre newsletter. Vous recevez tous les jours le meilleur de l'actualité des sports US directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, donc allez-y, foncez. Et puis, si vous voulez avoir tout le contenu exclusif, les interviews des joueurs, exclusives aussi, des analyses, des dossiers complets, de l'histoire, de la culture, et n'hésitez pas aussi à vous abonner au site thefreeagent.fr. C'est 2,99€ par mois. Voilà, c'est un prix qui est tout à fait abordable et accessible, et vous aurez accès à de l'information que vous trouverez nulle part ailleurs. Merci à tous, et puis messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. À bientôt.